Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, votre chaîne CSS Télévision. Comme demandé, vous les connaissez très bien. C'est un homme intelligent parmi les gens qui veulent remplacer la classe politique congolaise. Vous l'aimez par rapport à son intelligence. Lui, il s'appelle Monsieur Luc Kabunango. Aujourd'hui, je veux quand même lui laisser le temps de se présenter parce que la fois passée, il avait plusieurs étiquettes, mais j'aimerais aujourd'hui qu'il nous donne tout. Monsieur Luc, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci encore une fois pour l'invitation à votre émission. C'est toujours un plaisir quand je viens chez vous. Ok, merci. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Qui est Monsieur Luc Kabunango? Je pense que simplement pour aujourd'hui, je me présenterai comme un enfant congolais, un fils congolais qui est dans son pays, qui a évolué au pays et aussi une partie à l'extérieur et qui est revenu et qui a fait une formation et une expertise en audit interne. Voilà pourquoi on me présente souvent comme auditeur professionnel. J'ai fait une partie de ma carrière professionnelle en dehors du pays. Et voici, je suis de retour présentement. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir puisque nous sommes au niveau d'analyse. Je pense que je serai plus dans les analyses des événements et des questions que vous avez préparées pour moi. Je me présenterai dans cette qualité-là en tant qu'analyste et auditeur professionnel. Alors, M. Luc est un nationaliste? Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais j'aimerais croire que je suis un nationaliste républicain. Je défends les valeurs de la République. J'ai à cœur la promotion de notre République. Et voilà pourquoi nous avons même créé la philosophie Léopard, qui est concentrée sur le Congo, le Congolais et la promotion du Congolais et du bien-être congolais. Voilà, la promotion du bien du Congo et du Congolais. Une question de curiosité. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la peau du Congolais, ou vous vous sentirez plus à l'aise pour ceux qui pensent que du Zaïre? Là, les Zaïrois étaient plus respectés que les Congolais. Non, écoutez, je pense que Congolais et Zaïrois, nous sommes les mêmes. Okay. Il n'y a pas de différence. Dans la vie, il y a toujours ce cycle de la vie où vous avez des hauts et des bas. Et il ne faut pas que lorsque vous avez des bas, que vous puissiez rejeter votre identité et chercher à vous accrocher à quoi d'autre. Parce que même pendant des moments de faiblesse, pendant les bas, il y a peut-être des leçons à apprendre qui feront votre grandeur demain. Surtout si vous prenez toute l'opportunité. Et j'aimais beaucoup suivre un monsieur américain qu'on peut appeler un leadership guru. C'est John Maxwell. Et John Maxwell avait fait une publication, il a même écrit un livre où il disait « Falling Forward ». Parce qu'il disait à chaque fois que l'on tombe, on se heurte, on pleure, on se lamente et tout ça, mais il ne faut pas oublier l'opportunité que vous avez quand vous tombez. Il faut peut-être même pas vous précipiter à vous mettre debout. Il faut peut-être rester un peu plus bas là-bas et réfléchir et méditer pour finalement remonter. On parle aussi de reculer pour mieux sauter. Moi, je pense qu'avec tous les défis que nous avons aujourd'hui, c'est une opportunité pour des leçons qui puissent nous amener à la grandeur. Moi, je crois dans la grandeur du Congo et du Congolais qui feront de nous plus grands que nous avons été pendant que nous étions zaïrois. Alors, Monsieur Luc,
quand j'avais annoncé que j'allais vous recevoir, quelqu'un m'a dit, la fois passée, il nous avait suivis, vous avez eu à frôler sur votre initiative, la philosophie Léopard. On aimerait comprendre pourquoi Léopard, pourquoi le choix de, des léopards. Vous pouvez parler des lions parce qu'on dit la RDC, notre totem, hein, c'est les lions, mais vous avez choisi... non, la RDC, c'est les léopards. Mais pourquoi vous choisissez... C'est léopard. Mais pourquoi on sait que le roi, c'est les lions, mais vous choisissez les léopards. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Le léopard, il est roi dans son environnement. Il est roi dans son environnement, dans son territoire qu'il contrôle. Il est roi. Que l'éléphant soit aussi roi dans son territoire. Et vous avez les animaux, ils aiment toujours marquer leur territoire qu'ils contrôlent. Et quand vous venez sur mon territoire, c'est là que la bataille se mène et je suis prêt à mourir pour mon territoire. Voilà le léopard. Mais si nous avons aussi pris le léopard, c'est parce que c'est déjà l'emblème de notre République. Nous nous identifions déjà à cet animal qui est un très bel animal, qui est très agile et qui est très puissant, qui est très fort. Il a une agilité que le lion n'a pas. Quand vous voyez le léopard prendre une bête, sa proie, et monter avec dans l'arbre, vous voyez tout le poids qu'il peut grimper avec dans l'arbre. Ce n'est pas donné à n'importe quel animal. C'est en fait extraordinaire. Et déjà, nous avons le léopard comme emblème, figure de la République. Il est plus facile de communiquer une certaine philosophie, donc quelque chose où le Congolais se reconnaît et il est directement interpellé quand nous parlons léopard. À chaque fois qu'on commence à parler léopard, le Congolais est interpellé, sa fierté est interpellée et il veut être derrière les couleurs de son drapeau. Et il croit même en sa grandeur. Il croit à la grandeur du Congolais sous l'emblème de léopard. Comment ça? Même si nous avons beaucoup de discussions de foi, mais vous verrez que récemment, pour la qualification à la Coupe du Monde, nous l'avons cru. Et nous nous sommes tous mobilisés en tant que Congolais derrière nos fauves du football, pour que cela puisse gagner et aille nous représenter à la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, vous êtes parmi les 32 meilleures équipes du monde en football. Donc, si nous pouvions avoir la même vision, la même compréhension, et si nous pouvions avoir la même foi que nous pouvons être parmi les 32 meilleurs pays où il fait beau vivre au monde, je crois que ce pays va amorcer déjà, il prendra déjà un élan de transformation. Les États-Unis parlent du rêve américain, vous voyez? Et nous, ici, nous parlons maintenant de cette philosophie léopard qui nous donne cette folie de grandeur et cette foi dans la capacité, même en Afrique, de gagner et d'être au sommet de l'Afrique. Si nous parlons football, nous pouvons parler basketball, nous pouvons parler boxe. Donc, dans le domaine sportif, nous croyons vraiment en cette grandeur que nous pouvons interpeller la conscience du Congolais pour dire « Hey, pourquoi pas déjà avec tout ce que Dieu nous bénit avec en tant que République pour transformer cela et faire de notre nation une des meilleures au monde. » Vous rêvez un Congo grand avec votre philosophie léopard, mais une question de curiosité, est-ce que vous avez fait l'étude du millier pour comprendre votre cible? Parce que le Congo, vous connaissez, il y a aussi un problème de capital humain. Allez, quelle est votre cible par rapport à cette philosophie? Non, c'est tous les Congolais. Tous les Congolais, toutes les classes sociales congolaises, il n'y en a pas beaucoup de toutes les façons. Je suis tenté de dire qu'il n'y en a que deux. Les riches, très riches, et les pauvres et très pauvres. Les très riches, chez nous, c'est relativement très riche, mais les pauvres sont très pauvres même au niveau mondial. Nous avons une des populations les plus pauvres au monde et le malheur d'avoir plus de 75% de notre population qui vit dans la pauvreté extrême, avec le contraste d'avoir un pays
l'un des plus riches au monde et un pays qui est positionné et reconnu même comme l'un des pays solutions aujourd'hui au monde, de par les richesses que nous offrons au monde. Mais voyez un peu la souffrance, la misère de notre population. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, nous avons la tyrannie de l'Est qui vient encore martyriser nos populations. Ça, c'est un autre point, nous allons tenter. Ouais, ça, c'est un autre point, nous allons tenter d'en parler parce que vous avez parlé de la pauvreté. Mais monsieur Philémon, mon réalisateur, est-ce que je peux prendre la photo du chef de l'État ici derrière? Parce que nous voulons parler également de ce point très, très, très important. La photo du président, s'il vous plaît. Le chef de l'État avait dit il veut faire des Congolais, les riches, il veut faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Oui. Alors, pensez-vous qu'il est compris ou il est incompris? Parce que jusque-là, ça fait presque 4 ans, il y a ceux qui s'interrogent, est-ce que le chef de l'État avait menti ou il avait dit la vérité? Quelle est la réalité d'aujourd'hui? Écoutez, je pense que notre société souffre de beaucoup de maladies et le respect des uns et des autres, c'est aussi un point très très important qui est en souffrance dans notre pays présentement. Voilà pourquoi nous aimons la philosophie Léopard, parce qu'elle se base aussi sur certaines valeurs, dont les valeurs de bonne gouvernance. Et dans les valeurs de bonne gouvernance, quand les léopards doivent prester, quand ils doivent jouer, vous avez tous ces éléments fondamentaux de bonne gouvernance où il y a aussi le facteur éthique. Et quand on rentre dans le facteur éthique, le chef ne ment pas. Et le chef, de par lui-même, il ne se donne pas ce luxe-là de se moquer de sa population en les trompant, en mentant. Non, je ne pense pas que le chef a menti et je ne pense pas qu'il est nécessairement incompris, mais c'est peut-être au niveau, de l'organisation, des programmes que l'on devrait mettre en place pour réaliser cette vision du chef de l'État. Parce que vous voyez au niveau du chef de l'État, un niveau de vision. C'est le visionnaire, il donne sa vision et il a son équipe qui est très grande, qui va jusqu'au niveau local, parce que le gouvernement c'est jusqu'au niveau local, et qui doit s'exécuter et qui doit mettre le programme, d'abord monter le programme et veiller à son exécution jusqu'à réaliser les résultats. Voilà. Je peux terminer en disant c'est vraiment possible, ça n'a pas été, ça n'a jamais été un rêve. Je veux dire un rêve qu'on ne peut pas atteindre, chimérique. Non, c'est possible et ce n'est pas un mensonge. Alors, c'est possible et ce n'est pas un mensonge. Vous voyez bien derrière moi, vous voyez. Est-ce que l'homme vous inspire quoi? Ici, cette image particulièrement m'inspire la confidence. C'est un monsieur qui a la confidence, mais c'est un monsieur qui est vraiment humain. Il adresse, il communique avec beaucoup d'humanisme en lui. Voilà ce que je vois particulièrement dans cette image. Alors, comment l'aider afin que sa parole, ses promesses se réalisent, afin que nous puissions avoir des Congolais plus riches, et que la pauvreté puisse diminuer? Est-ce qu'il y a les axes prioritaires pour arriver à cela? Bon, d'abord, aider le chef de l'État, c'est un cliché déjà que nous entendons. Les gens disent je veux aider le chef. Je vais apporter un Moi, je pourrais aider. Comment est-ce que vous voulez aider le chef? Est-ce qu'il a même demandé de l'aide? Bon, quelqu'un avait dit qu'Kabila avait manqué 15 meilleurs collaborateurs pour l'aider. Alors le chef de l'État a besoin. Parce que moi, je vous ai dit l'autre fois, on ne l'a jamais dit. J'en profite pour revenir et le dire encore une fois. C'est une insulte
sur les autant de millions de Congolais, que quelqu'un puisse nous dire pendant autant d'années qu'il n'a pas trouvé 15 personnes parmi nous qui sont suffisamment compétentes pour réaliser des programmes. En tout cas, je ne pense pas que les Congolais, nous devons continuer de cette façon et d'en rire. Plutôt, ça devrait nous énerver et nous révolter. C'est pas normal. Moi, c'est les Congolais conscients, mais les moins conscients. J'en connais des Congolais, même des jeunes aujourd'hui qui sont en train d'évoluer ici en République démocratique du Congo. On peut trouver des jeunes talents très compétents qui peuvent réaliser des grandes choses, des grands projets aussi à l'extérieur du pays, parce que nous avons une très grande diaspora. Nous avons des capitaux humains qui sont recherchés même partout au monde. On parle de la diaspora, de la jouissance. Et vous verrez, non, c'est une question de choix. Vous n'avez pas que de la jouissance dans la diaspora, vous n'avez pas que de la jouissance dans la République, vous n'avez pas de la jouissance qu'en RDC, vous trouverez ça partout au monde. Ce qu'on nous reproche, nous sommes des humains comme tout autre humain. Nous avons la même nature, c'est une question organisationnelle, de vision et de discipline, et toutes ces choses s'apprennent, s'éduquent. Nous avons grandi autrement sous Mobutu, et puis le monsieur qui nous a dit qu'il n'a jamais pu trouver 15 personnes et qui n'a jamais pu changer le Congolais, mais il a changé le Congolais. Le Congolais qu'il a trouvé n'est pas le Congolais qu'il a laissé, il a détruit le Congolais. Il a changé le Congolais en mal. Le Congolais est pire que ce qu'il était quand le monsieur est arrivé au pouvoir. Regardez autour de vous. Moi, j'étais zaïrois. J'étais fier d'être zaïrois. Partout où nous marchions, nous avions la tête haute. Et j'ai entendu d'autres Africains nous regarder et dire, mais waouh, nous avions tellement peur des zaïrois. Et partout où nous nous retrouvions, en fait, nous avions de l'excellence. De la dignité. Les Congolais. De l'image à préserver. Les Congolais brillaient. Nous sommes allés même à la Coupe du Monde de football parce que j'aime ma théorie Léopard avant tous les autres Africains. Et là, on avait quand même mais quand même, nous sommes partis et les tout tristesse. Hein, vous voyez, pendant que les gens voyaient les Américains de loin, nous les Aïrois, nous avons fait venir Mohamed Ali ici, ce sont des légendes, avec George Foreman. Donc, c'était un Congolais, un Zaïrois différent de celui qui est... Donc, quand il a détruit toute une génération... Il a détruit. Il a détruit. À défaut de dire que c'est criminel, mais je vous assure, regardez même la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Et pendant que le président de la République est en train de fournir tous les efforts possibles pour redresser cet enseignement, encadrer nos enfants, les remettre sur les bancs de l'école, il y a, je ne sais pas, des nostalgiques ou des gens qui souffrent du syndrome de Stockholm, qui pensent que nous devrions rentrer parce qu'on se moque de la gratuité de l'enseignement. Alors, mais nous, Monsieur Philémon, nous en étions très très fiers. Ok, Monsieur Philémon, je vais avoir quelques photos du don du chef de l'État dans Kokolo, là où il a livré 17 écoles préfabriquées. S'il vous plaît, j'aimerais avoir ces photos pour lire ce que M. Luc est en train de dire. Je précise qu'il est également cadre de l'UDPS. Donc, dans les chefs voilà les efforts que le chef est en train de fournir. Ok, alors, M. Luc, je veux bien que les gens comprennent que le chef de l'État est en train de travailler, mais je vous ai posé une question ici, vous n'avez pas répondu à cette question. Ok. Alors, comment, voilà, l'école est là, nous allons en parler. Merci M. Philémon. Alors, comment arriver à faire quitter les Congolais de la pauvreté à la richesse? Voilà. Avant cette question, il y a les images ici derrière, où nous voyons les écoles préfabriquées, 17 que le chef de l'État a offert ici au Kankokolo. Ça vous dit quoi? Non, il y a de quoi le président de la République, chef de l'État, de féliciter le Premier ministre, chef du gouvernement, et de féliciter tout le gouvernement parce que c'est un travail d'équipe.
Nous avons parlé de vision tout à l'heure et de l'exécution. L'exécution se fait au niveau de l'exécutif. Vous avez une collaboration. C'est tout le gouvernement qui travaille parce qu'il y a la part de notre warrior, celui qui fait la fierté, qui vient de passer des 4 milliards après 18 ans de 4 milliards à 11, nous tendons vers 14 maintenant et nous avons l'espoir d'atteindre très rapidement même les 20 milliards. Voilà ce que nous sommes en train de réaliser sous le président Félix. Cérémonie de réception provisoire des 17, c'est bien écrit, des 17 écoles préfabriquées au site Camp Kokolo. Félicitations à l'exécutif national, félicitations au chef de l'État. Donc la gratuité est en train de prendre la forme. La gratuité, il faut d'abord ramener tous les enfants sur le banc de l'école. Il faut aussi mettre de l'infrastructure en place. C'est ce qui est en train de se passer. Il faut améliorer la qualité. Le président de la République en a parlé aussi. C'est du travail, c'est beaucoup de travail qui ne se fait pas juste en cliquant les doigts. Il faut en avoir aussi les moyens. Voilà pourquoi Nicolas Kazadi travaille dur aussi pour arriver à mobiliser suffisamment de recettes pour que nous puissions avoir ces moyens de notre politique. Mais à côté de cela, il ne suffit pas juste de mobiliser des recettes du néant aussi, il faut produire cette richesse. Vous aviez posé cette question-là. Donc nous devons travailler sérieusement et comprendre notre part en tant que Congolais. Voilà pourquoi j'aime la philosophie Léopard, parce qu'elle interpelle tout le monde, tous les Congolais, chacun à son niveau. Nous devons comprendre que nous devons nous mettre au travail pour produire et créer cette richesse qui va nous permettre aussi d'améliorer notre social collectif, d'améliorer toute la RDC, de construire les infrastructures nécessaires qui seront même favorables aussi à développer notre économie. Tout est défi aujourd'hui dans ce pays et tout est prioritaire. Donc voilà pourquoi quand vous nous ramenez les 18 ans passés là et il y a des gens qui veulent nous faire croire que c'était une très bonne période. Apparemment, vous vous référez trop à lui. Hein. Vous êtes un peu trop passéiste, hein, le nom de Kabila. Non. Je parle. C'est votre modèle. Vous savez, il faut partir d'un point vers un autre. Donc, il faut reconnaître que nous partons d'ici, nous partons d'un terrain où il n'y a jamais eu de construction, c'est la brousse, donc nous devons couper les arbres, raser et commencer à zéro. Kabila, vous allez laisser un pays structuré, un pays avec les entreprises, avec des bases, avec une constitution. Soyez quand même sincère, monsieur Luc. Ou bien nous commençons, avant cette constitution, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres constitutions. Donc, il faut voir ce qu'il y a de bien, de positif qu'on a amené. Oui, nous avons vécu une période où le pays était divisé. Encore faut-il rentrer dans les causes, comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Mais le président Joseph Kabila a travaillé pour remettre le pays ensemble, réunifier le pays et commencer le travail. Nous avions tous de l'espoir. Moi, j'avais aussi beaucoup d'espoir de voir que nous avions commencé une nouvelle ère avec un nouveau président qui a commencé déjà avec une constitution démocratique, parce que notre lutte a été celle de démocratiser la République et d'assurer le progrès social de nos populations. Il a fait sa part, mais il ne faut pas qu'on nous ramène là-bas, même ceux qui sont des échecs là-bas, qu'on puisse nous prendre ça comme des repères, parce que sinon c'est un mauvais exemple pour la jeunesse et pour nos enfants. Donc Kabila, ce n'est pas votre bibliothèque. Nous devons changer de paradigme, nous devons ramener nos enfants et notre jeunesse à des repères assez convenables, avec beaucoup de valeurs, pour espérer transformer cette République vers l'avenir. Donc Kabila, sinon, nous allons couper. Donc Kabila, ce n'est pas votre bibliothèque. Je comprends bien, M. Lucas. Non, ce n'est pas un modèle de leadership, de bonne gouvernance pour moi. Et de la gestion? Non, pas du tout. Alors, M. Luc Kabunambu, avant que nous puissions essayer un peu de détoucher comment créer une classe moyenne, comment créer les nouveaux riches, comment
moment. Mais une question de curiosité, parce que vous avez cité le ministre Nicolas Kazadi, l'actuel ministre des Finances. Mais j'aimerais faire une petite comparaison. Avant lui, il y avait un ministre des Finances, M. Sélé Alagouni, qui semblait être jeune, avec des initiatives meilleures. Mais Nicolas... Meilleures, des initiatives meilleures. Qui semblaient. Meilleures par rapport je peux terminer à ma question. Ou à ses prédécesseurs. Voilà pourquoi je fais une question, je pose une question comparative. Juste après lui, on voit Nicolas Kazadi qui arrive, dans peu de temps, il bouge les lignes, il y a les budgets qui augmentent. Selon vous, Nicolas Kazadi est un magicien ou on peut croire à ceux qui pensent que le budget augmenté, c'est juste de la poudre aux yeux parce qu'on ne sent pas cela dans la population. À l'époque des Sélé Alagouni, il y avait stabilité des prix, les choses, les prix étaient normaux, mais sous Nicolas Kazadi, les budgets à 14 000, 11 000, mais... Sous Matata, il y avait stabilité des prix aussi. Qu'est-ce que l'un et l'autre a fait pour stabiliser et ne pas stabiliser? C'est ce que Sélé Alagouni a fait, mais Nicolas Kazadi n'arrive pas. Pas du tout. Je ne pense pas que Nicolas Kazadi, l'inflation, c'est à blâmer sur Nicolas Kazadi. Ça ne peut pas être blâmé sur un individu. Et ce que nous vivons au monde aujourd'hui nous amène déjà à comprendre pourquoi est-ce que nous avons une poussée de l'inflation vers le haut, avec déjà la déstabilisation en Europe là-bas, et tous les blocages, toutes les économies sont affectées. Ça c'est un grand facteur. Il y a le facteur Covid aussi, dont les impacts continuent à se faire sentir. Poser la question seulement aux gens qui sont dans le monde d'affaires. Pas plus longtemps que la semaine passée, j'ai parlé avec une dame qui m'a appelé pendant toute une heure et qui se plaignait parce que leurs activités sont affectées depuis l'époque Covid jusqu'à aujourd'hui. Elle me disait qu'ils n'ont pas encore récupéré et rentré jusqu'au niveau où ils opéraient bien avant. Donc c'est tous ces facteurs qui impactent sur l'inflation. Et je pense qu'on fait quand même du bon travail pour essayer de le limiter dans la fourchette où nous sommes. Et je pense que le ministre l'a dit dernièrement, il est en train de travailler dur pour essayer de rabaisser le taux d'inflation au niveau de 10%. Même les 10% sont très élevés. Je pense que la marge où nous devons être, ça doit être au niveau de 5% moins. Là, ça va encore, c'est bon, 5, 6, ça va, 10%, c'est quand même assez élevé. Mais il faut y faire avec tout ce que nous avons comme pression, avec le carburant. Vous connaissez toujours l'impact du carburant quand les prix augmentent, l'impact du transport sur presque toute la chaîne d'activité et des dépenses. Donc il y a tout ça que l'on doit faire face, et je pense que nous avons un suffisamment bon ministre pour que nous puissions quand même naviguer avec suffisamment de stabilité pendant cette période très turbulente. Donc entre Nicolas Kazadi et Sélé Alagouni, il n'y a pas photo? Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Nicolas est arrivé. En moins de la moitié d'une année, il a pu mobiliser les recettes d'une façon à dépasser le budget qui avait été voté. Après ça, il a travaillé de sorte à presque multiplier par 2 le budget. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'augmenter de plus ou moins 40%. Il faut vous représenter cela. Il faut vous représenter cela, et ce sont des très grandes avancées. Merci Nicolas Kazadi. Nous te disons salut là où vous vous trouvez. Espérons que vous êtes un vrai warrior selon M. Luc Kabunongo. Alors, dans 2-3 minutes, les Congolais ils sont mal payés par les étrangers, souvent. Mais les Congolais travaillent trop. Qu'est-ce qui fait que ces gens ils n'ont pas quelqu'un qui peut les défendre?
pas de la sous-traitance en République du Congo qui ne semble pas être respectée. Mais je dis que vous êtes de l'UDPS, vous êtes au pouvoir pour un changement. Mais avant l'UDPS, pendant l'UDPS, la situation demeure intacte. Écoutez, les étrangers sont les bienvenus dans notre pays. Il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui qui peut évoluer comme une île isolée. Nous avons besoin d'abord des étrangers, étrangères et même des investissements étrangers. Nous avons besoin de l'expertise que nous n'avons pas chez nous. Nous avons besoin de technologie. Nous avons besoin de tous ces échanges qui peuvent enrichir davantage notre pays et nos populations. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les étrangers qui payent mal les Congolais ou qui maltraitent les Congolais. Mais nous n'aimerions pas avoir des étrangers qui viennent, parce que j'ai parlé ici, en plus que l'étranger amène toujours, nulle part au monde, on aimerait avoir des étrangers qui viennent empirer votre situation au lieu de vous aider à vous améliorer et à progresser. Donc c'est vraiment à condamner là où les étrangers payent mal les Congolais, là où les étrangers violent nos lois, ne respectent pas nos lois, particulièrement si nous restons à ce stade de paiement de salaire. C'est à condamner et je condamne. Mais pourquoi cela se fait, continue à se faire? Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de défis au niveau de notre pays. Moi, je pense que parmi les priorités, je l'ai dit aussi dans certaines des émissions où j'ai intervenu récemment, parmi les priorités à adresser dans le pays ici, c'est la création de cette base de données civiles avec l'identification de toute la population et de tout le monde qui vit dans la République. Ça nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes, d'adresser beaucoup de défis, y compris des défis sécuritaires, et ça nous aidera dans la planification. Nous pouvons avoir 14 milliards de dollars de budget ou nous pouvons avoir 200 milliards de budget, mais si nous ne savons pas quelle population nous avons, nous ne sommes que dans des estimations qui peuvent ne pas être correctes, ni même très proches de la réalité, ça fait que notre planification sera affectée. Donc les recensements, il faut obligatoirement... Absolument, c'est une priorité. S'il faut, parmi les urgences à faire, il faut la constitution de cette base de données civiles, l'identification, les recensements, tout ça là, il faut le faire. Il faut la sécurité de la République qui commence avec la sécurité juridique. Moi, je commence par la sécurité juridique. Même la sécurité physique, militaire, elle s'ensuit de la sécurité juridique. C'est par les lois de la République qui sont établies que nous savons même comment assurer la sécurité de notre territoire et l'intégrité de notre territoire. Nous savons par exemple que voilà qui entre dans notre pays, qui devrait entrer et comment cela vient de nos lois. C'est partant de là que nous savons gérer tout cela. Donc ça, c'est aussi une des priorités. Cet état de droit dont nous avons toujours parlé. Voilà pourquoi ça a été le cheval de bataille de notre parti, l'UDPS, parce que de tout le temps, nous avons toujours su que la nation se fonde sur l'état des droits. Merci. Ce sont les lois qui élèvent, ou la justice qui élève les nations. Merci. Alors, Monsieur Philémon, j'aimerais avoir ici derrière la photo de Monsieur Olivier Kamitatou, le porte-parole du président Moïse Katumbi, président de l'ensemble, qui a fait une sortie médiatique ces derniers temps. Vraiment, ça a dérangé plus d'un. Parlons-en, Monsieur Luc, ça fait plus de 100 jours que l'Est de la République démocratique du Congo est en problème. Surtout, Bunagana est pris. Bunagana est entre les mains de M23. La situation reste inquiétante, mais ça fait un moment que l'ensemble ne se prononce pas.
Et par après, on a vu le porte-parole du président Katumbi qui s'est prononcé en condamnant et en voulant que votre régime quitte les pouvoirs parce que vous êtes des incapables, vous n'arrivez pas à donner la solution aux problèmes des Congolais. Quelle est votre analyse par rapport à ce que l'ensemble de la République a dit? Olivier Kamikatou est là derrière vous. Vous le voyez, l'homme intelligent? Ma réaction face à ce qu'il a dit, c'est de la distraction pure et simple. Vous dites? C'est de la distraction pure et simple. Olivier Kamikatou, ce sont des gens qui n'ont rien à offrir, c'est de la distraction. Est en train de distraire le... Je suis en train de vous répondre. L'Est de la République n'a pas de problème. Il y a 100 jours seulement. Ça fait des années, plus d'une vingtaine d'années que l'Est de la République est en insécurité. Et nos populations là-bas souffrent. Il y a des déplacés, il y a des morts, il y a des destructions, il y a des pertes de patrimoine et tout ça. C'est depuis des années et des années. Et nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient aux commandes de la gestion de la chose. Il était président de l'Assemblée nationale. J'ai voulu... Ministre du plan aussi. J'ai voulu... ça ne fait pas seulement 100 jours que Bunagana est occupé. Bunagana vient d'être réoccupé maintenant par l'armée rwandaise et ça fait maintenant cette nouvelle occupation, ça fait 100 jours. Avant ces 100 jours, il y avait autrefois Bunagana était occupé aussi pendant beaucoup plus que 100 jours. Mais Kabila, vous avez laissé un pays avec Bunagana, c'est pas un problème. Kabila, vous avez laissé un pays avec Bunagana, mais sous votre gestion, Bunagana. Cependant, avec beaucoup d'insécurité tout au long de toutes nos frontières, avec des frontières assez fluides, les Zambiens pouvaient entrer quand ils voulaient, les Angolais pouvaient entrer quand ils voulaient, les Burundais pouvaient entrer quand ils voulaient, les Soudanais pouvaient entrer, les Ougandais pouvaient entrer, et le Rwanda aujourd'hui se tape un peu cette folie de venir même occuper un territoire de chez nous. Écoutez, ce sont des défis que nous avons trouvés pour ne pas faire le jeu de blâme. Ce sont des défis que nous avons trouvés, que nous devons résoudre, puisque nous sommes au gouvernement aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme défi. Moi, je pense que le président Tshisekedi s'y prend très très bien. Est-ce que la question ne vous dépasse pas? Et laquelle? De l'insécurité, parce que je me rappelle, le chef de l'État avait dit il se sentira à l'aise si l'Est est en paix. Mais ça fait 4 ans, l'Est continue toujours. Non, mais voilà encore, vous revenez, ça ne fait pas 4 ans. Ça ne fait pas 4 ans, ça fait autant d'années, plus de 20 ans. Il y avait des zones de tension, mais il n'y avait pas l'occupation. Non, ça avait déjà été occupé, je viens de vous dire que ça a été occupé pendant plus longtemps. Et de temps en temps, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait des occupations des Rwandais, des Burundais, des Zambiens, des Angolais, des Ougandais. Ils entraient toujours et ils restaient pendant autant de jours et il y avait des réactions, soit diplomatiques, soit de l'armée, qui faisaient que les autres retournaient chez eux. Ça arrivait pendant tous les 20 ans là, c'est une situation qui s'est répétée et cette fois-ci, nous nous sommes engagés sur la voie et je crois d'une solution durable et voilà pourquoi ça prend du temps. En même temps que nous avons des défis très très importants, on nous a laissé un pays, comme vous dites, avec des frontières, moi je dis, elles ont été fluides, mais l'armée, on nous l'a laissé dans quel état? Donc nous avons beaucoup de défis à résoudre au même moment. Nous voyons notre armée. Ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que même les effectifs de l'armée ont été réduits considérablement avant le président Tshisekedi. Alors, pendant que nous faisions face à toute cette insécurité, il est arrivé par, je ne sais pas quel génie, que l'on puisse réduire les effectifs de l'armée. Aujourd'hui, en même temps, on doit la reconstituer, en même temps, on doit la reformer, on doit l'équiper, en même temps que nous devons mobiliser suffisamment de recettes pour tous les problèmes
que vous énumérez ici et que vous aimeriez voir des solutions rapides à tous les problèmes de la République démocratique du Congo, mais allez-y comprendre. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des priorités. Je viens de vous parler par exemple d'une priorité pour moi qui est fondamentale, qui précède même la sécurité de nos frontières, qui est cette identification et la constitution de la base de données civiles. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Alors on est en train de se dire, entre faire l'identification de la population, constituer une base de données civiles et protéger les frontières, et en même temps les élections qui arrivent, et en même temps le social que nous devons, et en même temps, Monsieur Luc, et vous verrez que dans tous les secteurs, petit à petit, nous faisons des avancées. Monsieur Luc, là, on ne sait pas faire des très grands pas, nous faisons des pas selon nos moyens. Là, vous me poussez à croire à l'opposition, là, vous me poussez à croire à l'opposition. Vous croyez encore J'ai créé une opposition imaginaire. Parlez-moi de cette opposition-là, je veux l'entendre. Quelle opposition? Mais Faïl, il est dans l'opposition récemment, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, en train de plairer pour les Congos. Vous avez suivi quelqu'un qui aime les Congos. Cette vidéo vous a choqué aussi. Non, elle m'a fait. Comment ça? C'est un opposant qui plaît pour son pays. Il a l'amour de son pays. Du moment que vous êtes dans la jouissance, selon eux, mais eux, c'est pour qui? Pour la RDC. Vous prenez la question de l'Est dans la légèreté, avec la légèreté. Moi, je pense que le président du bureau de l'Assemblée nationale, il nous a quand même interpellés et conscientisés pour que tout le monde commence à se rendre compte que tout n'est pas théâtre. Et voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, d'autres cas, là, que c'était de la distraction, parce que tout le monde pense que nous sommes dans la théâtralisation et dans la distraction. C'est qu'il devrait, là où il m'aurait convaincu, moi, c'est s'ils pouvaient venir avec leur projet de société, avec des programmes. Nous parlons ici de la pauvreté, nous parlons ici de questions de sécurité. On devait les voir déjà au niveau de leurs organisations parce qu'ils sont engagés dans cette vie politique, les voir sur terrain et voir ce qu'ils font pour réaliser cela et non pas sortir après autant de temps de je ne sais de quel trou pour venir prononcer un petit discours et puis disparaître encore. Le Congolais vit chaque jour, le Congolais a besoin d'assurer sa sécurité au quotidien, le Congolais a besoin de manger au quotidien. On ne vient pas faire ça. Alors, Fayoulou encore, je comprendrais parce qu'on le voit quand même sortir, faire des interventions, mais personnellement, je n'ai pas encore vu son projet de société. Donc, il n'y a pas une opposition. On peut corriger quelqu'un qui avait dit l'opposition a pété. Donc, vous minimisez l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas de vrais opposants. Mon opinion, sincèrement parlant, je pense que nous avons dévié un peu de la bonne voie dans notre pays. Nous devons nous reconstituer, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous n'avons plus des politiciens de la trempe de nos pères qui sont partis, Tshisekedi et les autres, et même ceux-là qui gouvernaient autrefois les Mobutu avec ses collaborateurs, nous avons perdu. Voilà pourquoi, dans votre introduction, vous avez aussi parlé peut-être du renouvellement de la classe politique. Je pense que ce renouvellement-là, nous avons parlé aussi tout à l'heure des concepts de changement de narration, de congolisation, de la philosophie léopard, doit passer par des concepts qui puissent laver un peu nos cerveaux, quitter ce clientélisme politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas de la politique, de l'art et de la science, de la gestion de la cité pour le bien-être commun, mais c'est vraiment du clientélisme où on vient se positionner parce que c'est là qu'on va mieux manger que si on devrait travailler. Merci. Et alors on vend du vent à tout le monde pour récolter des bénéfices. Merci monsieur Luc, on me fait signe, vraiment nous chitons avec vous. Mais une question de curiosité, avant de vous donner le mot de la fin, que vous puissiez fixer l'opinion. Quelqu'un de la diaspora m'avait dit, mais pourquoi l'Union sacrée, vous ne prenez pas le courage de chasser les cartoonistes? Parce que ces gens-là font l'opposition dans le gouvernement. Vous avez peur d'eux? Mais écoutez, dans une
dispensation démocratique, il y a toujours des positions différentes et des points de vue différents. Ne pas être tolérant des points de vue différents ou des positions différentes n'est pas une bonne chose et ça n'enrichit même pas la gestion de la chose publique. Je pense que si eux trouvaient qu'ils n'avaient plus de la place dans l'union sacrée et qu'ils n'avaient plus de contribution à apporter, il leur revient à eux de se retirer. Parce qu'on adhère à l'union sacrée librement et on peut en sortir, comme on a vu d'autres qui sont... Mais les postes ministériels, c'est les chefs qui signent. C'est Sanga est parti. Mais bon, qu'est-ce que cela a à voir? Voilà pourquoi j'ai dit nous devons changer notre paradigme et commencer à voir les choses différemment. Ils sont dans l'union sacrée pour être au gouvernement et avoir des postes ministériels. Pourquoi en faire? Ou bien ils sont là parce qu'il y a une vision qu'il faut réaliser et il faut travailler. Merci M. Luc. Regardez cette caméra. Je vous pose une question, mais vous terminez aussi s'il y a les choses que vous souhaiteriez parler, vous n'avez pas pu, vous pouvez les dire. Est-ce l'armée régionale, c'est la solution idéale pour trouver la paix à l'Est? Regardez la caméra, c'est également votre modèle. Merci beaucoup pour cette question. Sincèrement parlant, je ne saurais pas vous dire si l'armée régionale est la meilleure solution pour pacifier l'Est. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas toutes les données qui ont motivé les décideurs à prendre cette décision et à inviter l'armée régionale, mais nous savons que cette guerre qui nous est menée, c'est une guerre qui nous est menée par beaucoup de gens et je pense beaucoup de nations cachées même derrière le Rwanda. Déjà sur notre territoire, nous avons le Rwanda et l'Ouganda qui collaborent entre eux et voilà pourquoi dans la phase diplomatique, avec tous les échanges que le chef de l'État a eu avec la sous-région, il a trouvé opportun d'amener une force régionale pour venir nous prêter la main. Nous avons la MONUSCO qui est aussi sur terrain, qui continue à œuvrer. Voilà, moi je pense que, sincèrement parlant, la précision pourra venir sur base des données factuelles qui nous échappent en ce moment. Mais moi, je pourrais parler plus de la position des Congolais. Je pense que nous avons besoin d'une union populaire républicaine. Nous avons besoin de la mobilisation de tous les Congolais, de l'engagement de tous les Congolais. Il s'agit ici du patrimoine que nous possédons tous ensemble, lequel, si nous arrivons à le perdre, alors nous aurons des sérieux problèmes. Je pense que nous devons nous mobiliser tous derrière le chef de l'État, qui est le commandant suprême des FARDC, derrière l'exécutif national, notre gouvernement, et derrière même nos FARDC, pour leur prêter main forte, pour être derrière eux, autant que nous pouvons les appuyer pour veiller à ce que nous puissions avoir une solution définitive et durable sur cette question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai parlé ici de la base de données civiles, elle est très importante. Il ne faut pas oublier aussi ceux-là qui nous attaquent, qui nous agressent, c'est parce qu'ils convoitent nos richesses et nous devons nous-mêmes en bénéficier, nous devons nous mobiliser aussi, nous devons travailler ensemble pour non seulement protéger nos richesses, mais produire la richesse locale, créer des millionnaires congolais, c'est possible, c'est réalisable et c'est possible. Merci à M. Luc Kabounamu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est cadre de l'UDPS et également de l'Union Sacrée. Sincèrement, là, je pense, hein, si le chef de l'État peut changer des choses, veut changer des choses, il faut également changer la classe politique. Alors, M. Luc, que vous voyez, moi je le suis beaucoup, c'est un homme extrêmement intelligent, il est ministrable pour moi. Alors, si dans les prochains gouvernements, vous voulez prendre deux personnes, pour moi, étant que leader de l'opinion, vous pouvez les prendre, ça n'engage que moi. Nous voulons une autre RDC avec la nouvelle classe
politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci aussi à vos fidèles téléspectateurs. Au revoir.